trouve ça assez magique de se dire que les glaciers, t'imagines, c'est des machines qui, chaque année, gratuitement, en fait, vont nous donner de l'eau douce, quoi. On a connu des glaciers depuis toute notre existence, disons, mais on est arrivé durant l'Holocène, environ il y a 12 000 années, sur cette période stable. Enfin, ça n'a pas trop bougé. Et ça nous a permis de faire l'agriculture, ça nous a permis de nous sédentariser, enfin, ça nous a permis plein de choses aussi, quoi. Donc on est vraiment dans une fenêtre de tir tellement petite, via l'utilisation des combustibles fossiles. Il y a de plus en plus de CO2, ça se réchauffe, ça fait fondre les glaciers. Il y a cette équation entre glacier, mais également climat stable, doux, et qui nous permet de faire plein d'autres choses, quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve ça très beau ce que tu viens de dire, c'est que voilà, entre l'humain et les glaciers, même combat, quoi. On est directement connectés, et c'est vrai qu'ils nous ont rendu tout un tas de services et ils continuent à le faire. Mais le problème, c'est que si on les perd, voilà, les conséquences sur les humains vont être absolument catastrophiques. Ouais. Passons alors à ces fameux services. Bon, évidemment, c'est pas de manière utilitariste. Les glaciers nous servent pour quelque chose. Non, évidemment, les glaciers sont là et on bénéficie de plein de choses du fait que les glaciers soient là. Quels sont certains de ces services Enfin, il y en a énormément, mais le top 3, le top 5, enfin, c'est quoi On peut peut-être commencer avec ce qu'on a chez nous, tout simplement, avec les glaciers que l'on a dans les Alpes et dans les Pyrénées. On décrit souvent ces glaciers comme parmi les meilleurs châteaux d'eau que l'on a sur Terre. Après tout, c'est de l'eau douce, quoi. Tu sais, c'est de la neige qui s'est transformée en glace. Donc, quand ces glaciers fondent un petit peu ou beaucoup pendant l'été, c'est de l'eau douce qui va tomber dans nos écosystèmes, dans nos rivières, dans nos fleuves. Et donc, je trouve ça assez magique de se dire que les glaciers, t'imagines, c'est des machines qui, chaque année, gratuitement, en fait, vont nous donner de l'eau douce, quoi. Et cette eau douce, c'est vraiment un peu le nerf de la guerre. On va l'utiliser pour tout un tas de trucs. On va l'utiliser en partie pour produire de l'hydroélectricité. Tu vois, si tu regardes dans le massif du Mont Blanc, on a au moins 3 glaciers côté français. On va récolter de l'eau de fonte par-dessous, sous les glaciers. On a creusé des galeries dans la montagne pour aller chercher cette eau. Il y a la mer de glace, il y a le glacier d'Argentière, le glacier du Tour. Et c'est des glaciers dont on va turbiner l'eau pour produire de l'énergie. Et ces 3 glaciers, j'avais demandé au glaciologue Luc Moreau, donc qui est le méga boss des glaciers de la vallée de Chamonix, et un très très bon communicant. Et il m'avait expliqué que ça fournit assez d'électricité pour l'équivalent de 250 000 ménages pendant 1 an, donc c'est quand même pas négligeable, c'est chouette. C'est de l'eau ensuite qui va aller donc dans les écosystèmes bien sûr qui ont besoin de cette eau pendant l'été, c'est de l'eau qui va aller dans nos rivières, dans nos fleuves. Un chiffre que je donne très souvent, c'est quand je parle du Rhône. Le Rhône, c'est le plus grand fleuve français en termes de débit, donc on est quand même directement concerné par tout ce qui se passe sur le Rhône. Le Rhône, il prend sa source côté suisse, le glacier du Rhône, et ensuite, il y a plein d'autres glaciers qui contribuent à ça, et il n'y a pas que les glaciers, il y a évidemment la pluie, etc. Mais on avait calculé, il y avait des collègues à moi qui avaient calculé en 2003 que pendant la canicule, à un endroit précis sur le Rhône, il avait été estimé que 40% des eaux du Rhône venaient des glaciers. Alors, ça s'expliquait parce qu'il n'y avait pas d'autres sources d'eau à ce moment-là, parce que les glaciers fondaient énormément, on était en pleine canicule. Donc, c'était vraiment un moment exceptionnel. Le reste de l'année, on n'est pas du tout à cette hauteur-là de pourcentage d'eau du Rhône. Mais c'était intéressant de voir que, dans les moments critiques, quand il n'y a pas d'autres sources d'eau, pendant l'été, on était bien content d'avoir ces glaciers. Et le long du Rhône, qu'est-ce qu'on a ? On a des sites industriels extrêmement importants. On a tout le bassin Rhône-Méditerranée, c'est un très très grand bassin agricole en France. Je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième en termes de volume qui est créé par l'agriculture, qui est poussé, je ne sais pas comment on dit, construit par l'agriculture. Et aussi l'exemple, mais ça c'est vraiment plus anecdotique, on a aussi des centrales nucléaires. Et bien sûr, ces centrales nucléaires ont besoin d'un certain débit, d'une certaine température de l'eau du Rhône pour continuer à fonctionner normalement. Et on sait très bien qu'on a aussi énormément besoin d'énergie pendant l'été. On risque d'en avoir besoin de plus en plus pour refroidir nos habitations et nos sites industriels. Donc voilà, pour ça, le fait que ce sont parmi les meilleurs châteaux d'eau sur Terre, ces glaciers, c'est important. Et je ne sais pas si tu te rends compte, mais ce chiffre, moi je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est que c'est à peu près 2 milliards de personnes qui ont besoin de l'eau des glaciers. Quand tu penses à l'Himalaya, tout c'est clair. Je pense qu'au moins c'est crucial, les glaciers de l'Himalaya. La Chine, l'Inde. La Chine, l'Inde, exactement. C'est les plus grandes cultures de riz, les plus grandes cultures de coton qui sont directement connectées à l'eau des glaciers. Tu vois, j'avais une de mes super potes là, qui est glaciologue et qui est népalaise à la base, qui maintenant est aux États-Unis. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser aux glaciers de l'Himalaya quand on habite en France ?
Elle m'avait dit, tu manges du riz? Je dis, oui. Elle me dit, tes vêtements, ils ont du coton? Je dis, comme tout le monde, oui. Elle m'a dit, voilà. Rien que pour ces 2 raisons, t'es directement connecté aux glaciers de l'Himalaya. Et donc, voilà, 2 milliards de personnes ont besoin de l'eau de ces glaciers. Donc ça, c'est un des plus grands services écosystémiques rendus par les glaciers de montagne. Ça, c'est top 1. Top 2, il y a quand même, ou top 3 aussi, si je comprends bien, c'est la régulation du climat, la régulation que ce soit dans l'eau, mais aussi dans l'air. Exactement, ouais. C'est vrai que c'est aussi bête que ça, mais quand on regarde des glaciers, de la neige ou de la banquise, c'est des surfaces très blanches. C'est des surfaces, quand ces glaces sont en bonne santé, c'est des surfaces qui sont très claires. Et ces surfaces, donc elles agissent comme des miroirs. C'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles les montagnes se réchauffent très vite, parce que les montagnes ont de moins en moins de neige, ont de moins en moins de glaciers. À la place de ces surfaces qui sont censées être blanches, à la place, t'as des roches qui, elles, sont très sombres, ou de la végétation qui est beaucoup plus sombre, donc qui absorbe le rayonnement solaire. L'exemple le plus criant, je pense, par rapport à cette couleur, par rapport à cet effet miroir, c'est vraiment la banquise dans l'Arctique. Donc la banquise, j'y reviens, mais c'est cette croûte de glace qui est présente de façon permanente sur l'océan glacial arctique. Et elle se forme tout simplement parce qu'il fait tellement froid dans l'Arctique toute l'année, et surtout pendant l'hiver, que la surface de l'océan gèle. Et cette banquise, au cœur de l'hiver, elle a une surface gigantesque. Je pense qu'on s'en rend vraiment pas compte. C'est l'équivalent des États-Unis, de la Russie combinée. En termes de surface, donc c'est énorme. Et cette surface gigantesque, elle est particulièrement importante toute l'année, mais surtout pendant l'été, parce que pendant l'été, il fait jour 24 heures sur 24 dans l'Arctique. Et cette banquise, elle est très blanche, elle est très très claire, donc elle renvoie une grande partie de rayonnement solaire dans l'espace. Elle climatise en quelque sorte l'Arctique. On dit souvent que c'est le t-shirt blanc de l'Arctique, et ça c'est une très belle image. Et à la place de cette banquise, le problème, c'est que tu as un océan, et lui, comme les roches ou la végétation dans nos montagnes, l'océan, il est très foncé. Lui, il est très fort pour absorber le rayonnement solaire. Et là, on en parlera, mais ça peut créer des cercles vicieux où ces glaces disparaissent à cause du changement climatique. Elles laissent place à des écosystèmes qui vont emmagasiner beaucoup plus de chaleur. En emmagasinant plus de chaleur, ils vont encore plus réchauffer ces régions et donc encore plus faire fondre de la glace. Donc, on dit souvent que la fonte de la glace accélère encore plus la fonte de la glace. Et ça, c'est le coefficient albédo qui change, entre guillemets. C'est la notion d'albédo, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est dans l'eau, ou en tout cas, ça régule un peu la température, mais il y a aussi, les glaciers sont aussi responsables pour les flux d'air. Ouais. En tout cas, dans l'hémisphère nord. Je ne sais pas comment ça se passe dans l'hémisphère. Exactement, ouais. En fait, ça, c'est encore une fois très fortement lié à cette banquise, dans l'Arctique. Ça, c'est fascinant. Alors, je mets un petit astérisque par rapport à ça, parce que c'est vraiment, tu sais comment ça se passe en science, c'est vraiment un sujet qui est encore un petit peu débattu, beaucoup moins qu'il y a quelques années, voire quelques mois. Mais en fait, on se rend compte que... alors, pour vraiment simplifier à mort, et les météorologues qui m'écoutent vont sûrement me déchirer, mais alors pour simplifier le plus possible, c'est que tant que l'Arctique, il est bien froid, bien gelé, bien glacé, donc il y a beaucoup de banquises, il y a beaucoup de glaciers et tout, les vents entre chez nous, par exemple en France, et l'Arctique, vont vraiment envoyer du pâté. Donc on a ce qu'on appelle le Polar Jet Stream. C'est des vents qui sont à haute altitude, qui vont en quelque sorte s'enrouler comme un ruban autour de la planète entre nous et l'Arctique. Donc tant qu'on a des écarts de température très forts entre chez nous et l'Arctique, donc il fait chaud chez nous, il fait très froid dans l'Arctique, ces vents, ils pulsent, ça permet de garder le froid là-haut et le chaud chez nous en quelque sorte. Le problème, c'est que pour parler de ce qui se passe au niveau de l'Arctique aujourd'hui, l'Arctique, c'est une des régions qui réchauffe le plus vite sur Terre. En moyenne, l'Arctique aujourd'hui se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que la moyenne planétaire. Donc, ce qui est terrible. Et donc, tu me vois venir, mais ces écarts de température, ils s'amenuisent considérablement. Et ce qui se passe, c'est que si ces écarts de température s'amenuisent entre chez nous et l'Arctique, ces vents, ils pulsent un peu moins, Ces vents, ils ont vraiment moins de vigueur. Et alors, c'est connecté à plein d'autres choses aussi, mais on est en train de remarquer, sur certaines périodes de l'année, notamment pendant l'été, on est en train de remarquer que, on m'a donné cette image il n'y a pas très longtemps, qui est très belle, un peu comme une rivière qui ralentit. Une rivière qui ralentit, elle commence à faire des méandres. Et c'est exactement la même chose au niveau de ces vents, de ces Polar Jet Stream. Il y a certaines périodes de l'année où ces vents commencent à faire, un peu comme s'ils dessinaient les pétales d'une fleur, tu vois, autour de l'Arctique. Et donc, ça veut dire que chez nous, en France, on peut se prendre des vagues de froid, en fait, qui viennent
très très bas dans le sud, tu vois, dans le sud de l'hémisphère nord. Donc on a des grosses vagues de froid, les gels précoces, les gels tardifs pour l'agriculture, ce qui est terrible. Mais on a de plus en plus aussi l'inverse. Donc des grandes vagues de chaleur qui remontent de plus en plus haut, quoi. Voilà, parfois jusqu'au cœur de l'Arctique, hein. Ouais. Donc vraiment des canicules monstrueuses, et puis quand tout est des gelé, 20 là-bas, degrés au Svalbard ou quelque chose comme ça. Des 20 degrés au Svalbard, voilà, qui est à 1000 km du pôle Nord, c'est pas normal. Et donc tout ça, c'est lié au fait, en grande partie, au fait que cette banquise, on est en train de la perdre, et donc que les vents, tu sais, tout est lié dans le climat. Dès que tu dérègles un truc quelque part, c'est tout le reste qui réagit. Et donc plus ces vents sont perturbés, plus nous, en fait, chez nous en France, on va subir des événements météorologiques extrêmes. Donc c'est des vagues de froid, des vagues de froid vraiment anormales, des vagues de chaleur anormales, des périodes très sèches, voire des périodes très très humides. Tu sais, quand on se prend en 24 heures l'équivalent d'un an de précipitation dans certaines régions d'Europe, c'est lié en grande partie à ça. Donc oui, la banquise, tant qu'elle est là, elle nous rend plein de services parce qu'elle stabilise tout ça. Mais là, on est vraiment en train de prendre une direction un peu apocalyptique pour la banquise de l'Arctique. Plus on brûle l'énergie fossile, plus cette banquise, elle disparaît. Et là, il y a quelques études scientifiques qui ont été publiées ces derniers mois. Alors, c'est quelques études, il faudra encore beaucoup plus de travaux derrière, mais qui nous montreraient, il y en a une notamment qui explique que dès le début des années 2030, donc ça arrive très vite, on pourrait avoir la fin de l'été dans l'Arctique sans banquise. Donc le mois de septembre, c'est là où on atteint très naturellement un minimum de superficie de banquise. Et c'est là où la banquise est la plus fragile. Et donc peut-être, et j'espère que cette étude se trompe, hein, mais on dirait pas, donc dès le début des années 2030, on pourrait avoir des mois de septembre sans banquise dans l'Arctique. Ouais. Et donc avec des conséquences chez nous assez terribles sur notre sécurité alimentaire, notre sécurité énergétique et sécurité nationale tout court, quoi. Ouais, c'est quand même... Il faut s'accrocher, quoi. C'est pas des minuscules changements par-ci par-là. C'est pas... Enfin, on va en venir dans un instant sur la notion de point de bascule. Je pense que c'est un truc essentiel parce qu'on ne réalise pas encore tout ça. Il y a le ralentissement de la pompe d'eau qui circule de l'eau chaude dans les océans. Voilà, ce qui se passe dans l'air, malheureusement, on voit aussi beaucoup de perturbations au niveau de la circulation océanique. Et la circulation océanique, pour faire très court, là aussi les océanographes, bouchez-vous les oreilles parce que je vais simplifier, mais pour que ça fonctionne bien, bon, il y a plein de choses dans l'océan qui est liée à la rotation de la Terre notamment, voilà, toutes ces forces-là, mais aussi, plus on rajoute de l'eau douce dans les océans, plus c'est dommageable, quoi, plus ça affecte la circulation océanique. Et là, malheureusement, voilà, on a deux calottes polaires gigantesques, on a le Groenland et l'Antarctique, avec tous les glaciers qu'on a cités, les 220 000 glaciers qui balancent des quantités d'eau douce immenses dans les océans. Et donc, quand tu balances beaucoup d'eau douce dans les océans, ça affecte les rouages de cette circulation océanique. Et on est en train de remarquer en Antarctique que c'est déjà en train de ralentir et qu'on est tous connectés à ces vents et on est tous connectés à cette circulation océanique. On sait qu'on parle beaucoup du Gulf Stream chez nous. S'il y a une perturbation, en tout cas des courants océaniques autour de nos régions, on risque d'avoir, oui, un climat qui changerait de façon assez catégorique, ouais. Et de manière imprévisible, au fait, c'est aussi ça qui est assez surprenant, quoi. C'est pas juste rapidement, c'est juste on ne sait plus trop comment. C'est assez compliqué, ouais, cette histoire de circulation océanique. Alors c'est très loin de ma zone de confort, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment le réchauffement qui dame le pion à tout ça. Mais il y a quelques études qui sembleraient montrer que si on a une perturbation de la circulation océanique près de chez nous, donc dans l'Atlantique et Atlantique Nord, on pourrait avoir un refroidissement de notre côté de l'hémisphère nord et aussi, je crois que c'est un assèchement, donc peut-être que ça deviendra un tout petit peu plus sec dans nos régions.